XIIIe siècle, l'Empire mongol, sous la direction de Genghis Khan et de ses successeurs, s'est rapidement étendu à travers l'Asie, entraînant des changements militaires et politiques. Alors que les Mongols conquéraient de vastes territoires, de la Chine à l'Europe de l'Est, ils ont également tourné leur attention vers le sous-continent indien. Pendant cette période, le Pendjab et le nord de l'Inde étaient considérés comme des cibles de choix en raison de leurs richesses et de leurs ressources. L'agriculture et les routes commerciales clés, en particulier Delhi, étaient des atouts majeurs. Delhi était une plaque tournante commerciale importante reliant diverses régions. Des marchands du monde entier, d'Asie centrale, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie du Sud-Est, se rassemblaient à Delhi pour échanger des marchandises. Les produits indiens, comme les textiles en coton, la soie, les épices et les métaux précieux, étaient échangés contre des chevaux, des armes, de la soie et des articles de luxe provenant de contrées lointaines. Les marchés de Delhi étaient toujours animés avec des produits divers provenant de différentes régions. Le port commercial près de la rivière Yamuna facilitait la circulation des marchandises, faisant de Delhi une étape cruciale le long des routes commerciales transcontinentales. L'un des secteurs les plus attractifs pour les commerçants était l'industrie textile de la soie et du coton, qui a prospéré pendant cette période. Des tissus comme la mousseline, une soie douce et fine, et divers textiles en coton et en laine de l'Inde étaient exportés vers des endroits lointains comme la Perse, l'Égypte et même l'Europe. Et bien sûr, toute cette richesse a enflammé les ambitions des Mongols. Contrairement à l'Inde, les Mongols n'avaient pas une société agricole florissante, ni des systèmes villageois complexes, ni des villes fixes. Au lieu de cela, ils se déplaçaient librement et utilisaient la guerre comme un outil clé pour étendre et maintenir leur pouvoir. Leurs objectifs étaient simples: prendre des tribus et des trésors des royaumes qu'ils avaient conquis, s'approprier les dernières technologies, capturer de belles femmes pour leur harem et les hommes les plus valides pour leur armée. Les Mongols n'ont pas seulement envahi, ils ont anéanti des civilisations entières. Pour vous donner une idée, lors de l'invasion de l'Empire perse par Genghis Khan en 1222, des millions de personnes ont été tuées, 1 million à Urgench, 700 000 à Merv, 1,7 million à Nishapur, 500 000 à Ray et 1,6 million à Herat. Au total, près de 6 millions de personnes rien que dans ces villes. On dit que pendant cette seule campagne, les Mongols ont tué environ 1,5% de la population mondiale de l'époque. Lorsque les dynasties indiennes ont affronté les Mongols, elles ont fait face à une armée qui n'était pas seulement forte, brutale et sauvage, mais qui abordait la guerre avec un état d'esprit entièrement différent. Les batailles ultérieures entre eux n'auraient probablement pas eu lieu si les Mongols n'avaient pas mis le pied sur le sol indien pour la première fois, dans des circonstances très spéciales. Tout a commencé en 1221, lorsqu'une force mongole a poursuivi Jalal al-Din Mengoubir, le prince de l'empire khwarezmien vaincu, jusqu'au Pendjab. Les Mongols ont combattu son armée là-bas, et bien que Jalal al-Din se soit échappé, ses forces ont subi de lourdes pertes après cette bataille. Les Mongols ont décidé de ne pas s'enfoncer davantage en Inde pour trouver Jalal al-Din, en raison du terrain inconnu et des conditions difficiles. Ils sont donc retournés en Asie centrale. Mais les Mongols n'ont pas oublié. Dans les années qui ont suivi, ils ont régulièrement attaqué le nord de l'Inde, en particulier le Pendjab, forçant le sultanat de Delhi à détourner d'énormes ressources pour sa défense. Les événements de 1241 ont vu l'armée mongole capturer Lahore, l'une des principales villes du sultanat de Delhi, choquant la cour puisque Lahore était un centre économique et stratégique. Puis en 1245, ils s'emparèrent de Multan, mettant encore plus de pression sur le sultanat. Sous le règne du sultan Mahmoud Shah, 1246-266, Delhi était dans un état de chaos. L'Inde était un vaste territoire avec diverses cultures, religions et ethnies. Hindous, musulmans, bouddhistes et jains coexistaient tous, ce qui rendait difficile de maintenir le contrôle. Les classes sociales se révoltèrent souvent contre les dirigeants musulmans du Nord, tandis que le sultanat de Delhi régnait sur une grande partie du nord de l'Inde, à l'exception de régions comme les royaumes Rajpouts. Ces Rajpouts restaient indépendants et résistaient farouchement au régime du sultanat, s'engageant dans des conflits prolongés. En plus de cela, des endroits comme le Gujarat, le Bengale et le Deccan se battaient également pour maintenir leur autonomie face à Delhi.
Le conflit constant ne déstabilisait pas seulement la région, il ouvrait la porte aux envahisseurs étrangers, en particulier les Mongols. À cette époque, les Mongols devenaient de plus en plus une menace aux frontières de l'Inde. Bien que Mahmud Shah soit techniquement en charge, le véritable pouvoir était entre les mains de Ghiyas-ud-Din Balban, un vizir intelligent qui avait brisé le siège mongol d'Ouch en 1246. Il est ainsi devenu la figure la plus influente de la cour, ce qui a empêché Mahmud Shah de contrôler totalement les affaires politiques et militaires. Balban réalisa vite que le système de tribus que Mahmud Shah utilisait pour apaiser les Mongols échouait, et les attaques du nord ne faiblissaient pas. Il décida que l'État avait besoin d'un changement de stratégie. Qu'a fait Balban? Lorsque Balban arriva au pouvoir au milieu du XIIIe siècle, il adopta une politique plus agressive et affirmée pour traiter avec les Mongols. Balban réforma l'armée existante en recrutant davantage de soldats, non seulement de la classe des esclaves, mais aussi des guerriers libérés, créant ainsi une force militaire plus diversifiée. Balban se concentra sur l'équipement de l'armée avec du matériel plus moderne, des armes aux armures, pour améliorer sa capacité de combat. À mesure que l'armée devenait plus forte, Balban lança également de fortes contre-attaques, reprenant Multan et les traditions des Mongols, restaurant ainsi le prestige du sultanat. L'une des sages décisions de Balban fut d'accepter et d'accueillir les réfugiés de Mongolie, de Perse et d'autres régions d'Asie centrale. Dans les années 1260, lorsque des guerres civiles mongoles éclatèrent entre les Ilkhans et la Horde d'Or, deux des principaux khaganats, formés après la division de l'Empire mongol après la mort de Genghis Khan, de nombreux guerriers et nobles s'enfuirent à Delhi. Balban les intégra dans l'armée du sultanat, lui donnant l'occasion d'acquérir de précieuses connaissances sur les tactiques militaires mongoles. Cela renforça non seulement son armée, mais l'équipa également de nouvelles tactiques, améliorant les défenses de Delhi. En 1270, Balban se rendit à Lahore et ordonna la construction de forts solides à la frontière. Une série de puissants forts y furent construits et de fortes armées y furent maintenues. C'est un point très remarquable dans la réforme de la défense militaire de l'Inde. Peut-être avait-il tiré une leçon des invasions mongoles de l'Europe. Un exemple typique fut la première invasion mongole de la Hongrie. Avec une terrible défaite, la Hongrie fut en ruine. Près de la moitié des zones habitées avaient été détruites par les armées d'invasion. On estime que 15 à 25% de la population fut perdue, et une hystérie se répandit dans toute l'Europe. Mais le plus remarquable ici est que les châteaux bien fortifiés étaient impénétrables à l'armée mongole. Étant donné que 5 châteaux de pierre situés à l'est du Danube ont survécu à l'invasion, cela prouve que les Mongols ne pouvaient pas facilement conquérir les forteresses fortifiées. Cela renforça l'idée de Balban selon laquelle la construction de forteresses était une stratégie importante pour défendre le sultanat. Les forteresses étaient construites avec d'épais murs de pierre, de hautes tours de guet et des défenses élaborées, y compris des pièges et des abris. Les forteresses étaient construites dans des endroits facilement observables et défendables, permettant une détection précoce des attaques mongoles. Après quelques années, la frontière nord-ouest du sultanat de Delhi fut divisée en 2 régions. Le prince Muhammad Khan fut chargé de la défense avec la garde de Multan, Sindh et Lahore, tandis que le prince Bughra Khan était responsable de Samana. Cependant, lorsque Bughra Khan fut nommé gouverneur du Bengale, toute la responsabilité de la défense de la frontière incomba au prince Muhammad. Les stratégies défensives de Balban furent très efficaces car elles réussirent à empêcher les Mongols de progresser plus profondément en Inde. En 1279 de notre ère, les Mongols lancèrent une attaque sur le territoire de Delhi, mais le prince Muhammad les repoussa avec succès, les forçant à se retirer. En 1285, une force mongole plus importante lança une offensive majeure sur le Pendjab. Le prince Muhammad affronta courageusement les Mongols au combat, mais fut tragiquement tué. Bien que les Mongols pillèrent les régions de Lahore, Multan et Hush, les mesures de défense mises en place par Balban tinrent finalement bon, et les Mongols furent contraints de battre en retraite une fois de plus. Balban passa le reste de sa vie sous le choc de la mort de son fils et mourut en 1287. Ceci fut suivi par l'ascension de la dynastie Khilji en 1290, sous la fondation de Jalal-ud-Din Khilji,
qui vainquit une armée mongole à Bahram en 1292. Mais en 1296, Jalal-ud-Din fut tué par son propre neveu, Alauddin Khilji, qui prit le pouvoir avec l'aide de deux commandants clés, Ulugh Khan et Zafar Khan. Au même moment où Alauddin Khilji régnait sur l'Inde, Dawa Khan, aux côtés de son fils Kutlug Khwaja, régnait sur le khanat de Jagatai, l'un des khaganats mongols qui s'était formé après la mort de Genghis Khan. Dawa Khan était particulièrement ambitieux quant à l'expansion de son territoire vers le sud de l'Inde, tout comme ses prédécesseurs. Il y avait deux raisons principales pour lesquelles Dawa Khan envahissait l'Inde. L'une était qu'il ne pouvait ignorer une terre riche avec un paradis pour le commerce, comme je l'ai mentionné plus tôt. Le deuxième point était que l'Inde était la seule direction dans laquelle le khanat de Jagatai pouvait s'étendre sans entrer en conflit avec d'autres khaganats mongols. Ainsi, pendant le règne d'Alauddin Khilji, une force mongole attaqua le Pendjab durant l'hiver 1297-98, mais fut vaincue et forcée de battre en retraite par le général Ulugh Khan. Peu de temps après, une seconde tentative d'invasion fut également stoppée par l'autre général d'Alauddin, Zafar Khan. On pourrait penser que cela aurait suffi à décourager les Mongols. C'est vrai. Mais non, cela n'a fait que rendre Dawa Khan plus déterminé. Après cette défaite humiliante, Dawa Khan lança une troisième invasion entièrement préparée avec l'intention de conquérir l'Inde complètement. Fin 1299, Dawa, le souverain du khanat mongol de Jagatai, envoya son fils Kutlug Khwaja pour conquérir Delhi. Les Mongols avaient l'intention de conquérir et de gouverner le sultanat de Delhi, pas seulement de le piller. Ainsi, pendant leur marche de 6 mois vers l'Inde, ils n'ont pas pillé les villes ni détruit les forts. Ils ont été harcelés par les généraux de Delhi, déployés aux postes frontières tels que Multan et Samana, mais ils ont toujours évité la confrontation avec ces généraux, car les Mongols voulaient préserver leurs forces pour le grand affrontement à Delhi. Les Mongols ont établi leur camp à Kili, à environ 10 km de la périphérie de Delhi, et la nouvelle de leur arrivée s'est rapidement répandue dans la région. Alors que la nouvelle parvenait aux habitants des villages voisins, ils ont commencé à affluer vers la sécurité des murs fortifiés de Delhi, cherchant refuge contre la tempête qui approchait. Mais voici le rebondissement. Il semble qu'Alauddin Khilji n'ait pas eu vent de l'invasion mongole avant qu'il n'ait déjà traversé la rivière Indus. Pouvez-vous imaginer la panique qui a dû s'ensuivre? Sans perdre un instant, Alauddin est passé à l'action. Il a rapidement envoyé des messages urgents à ses gouverneurs provinciaux, appelant à des renforts pour défendre la capitale. C'était le branle-bas de combat. Installant son camp près de Siri, juste au bord de la rivière Yamuna, Alauddin a réuni ses officiers pour une réunion stratégique cruciale. Son oncle, Al-Mulk, a suggéré qu'il devrait peut-être envisager la diplomatie et négocier avec les Mongols au lieu de tout risquer dans une bataille. Après tout, c'était un coup intelligent, n'est-ce pas? Mais Alauddin n'en voulait rien. Il a soutenu avec passion que montrer le moindre signe de faiblesse pourrait saper son autorité et faire perdre confiance à son peuple. Par conséquent, il a publiquement déclaré son intention de marcher sur Kili et de combattre les Mongols. Et maintenant, deux forces se sont finalement affrontées sur la rive de la rivière Yamuna. Les Mongols avaient amené entre 50 000 et 60 000 cavaliers avec eux, tandis que l'armée de Delhi comptait environ 70 000 hommes avec 700 éléphants. Les deux forces se sont déployées dans la formation standard des armées des steppes, un centre et deux ailes. Les forces mongoles étaient dirigées par Kutlug Khwaja, qui commandait l'aile centrale de l'armée. L'aile gauche de l'armée était commandée par Ijlak, probablement un commandant chevronné avec une expertise dans les manœuvres de cavalerie, cruciale pour les stratégies de flanc que les Mongols employaient souvent. L'aile droite était sous la direction de Tamar Bouka, un autre commandant mongol expérimenté. Ces ailes de flanc étaient essentielles pour encercler et déjouer les forces adverses sur le champ de bataille. Une marque distinctive des tactiques militaires mongoles. En plus de l'armée principale, une unité de 10 000 soldats était positionnée en embuscade, sous le commandement de Taragai. Cette force cachée était probablement destinée à une attaque surprise, pour frapper l'ennemi lorsqu'il était le plus vulnérable, exploitant la confusion et le désordre dans le feu de l'action. Le positionnement stratégique des Mongols et l'utilisation de tactiques d'embuscade étaient des éléments critiques de leur stratégie de bataille globale, qui reposait souvent sur la mobilité, la vitesse
et l'élément de surprise. Malgré ces efforts, les Mongols ont rencontré une forte résistance de la part des forces d'Alauddin Khilji. L'aile gauche de l'armée de Delhi était dirigée par Nusrat Khan, un éminent général également connu sous le nom de vizir du sultanat. Elle était principalement composée de cavalerie, dont la vitesse et la maniabilité étaient cruciales pour déborder les forces mongoles. Leur mobilité leur a permis d'exécuter des attaques rapides et d'éviter les engagements prolongés. Sur l'aile droite, Zafar Khan commandait une force mixte de cavalerie et d'archers, ainsi que des guerriers hindous. La cavalerie engageait directement les Mongols, tandis que les archers affaiblissaient l'ennemi de loin. L'inclusion des guerriers hindous a apporté de la diversité aux tactiques de combat, ajoutant de la profondeur à la ligne défensive. Au centre, Alauddin Khilji lui-même dirigeait la cavalerie d'élite, l'épine dorsale de son armée. Cette unité occupait la position la plus critique, défendant le cœur de l'armée contre la charge mongole directe. Le leadership d'Alauddin a inspiré ses troupes et a assuré que l'armée maintenait son moral face au centre. Akkad Khan commandait l'avant-garde, chargé d'absorber l'assaut initial des Mongols, tandis qu'Ulugh Khan dirigeait l'unité de réserve, fournissant des renforts partout où la pression mongole se faisait sentir. Cette structure renforcée a assuré une défense dynamique et flexible contre la redoutable cavalerie mongole. Les éléphants étaient stationnés devant chaque division pour servir de tampon contre l'assaut mongol. L'armée de Delhi s'étendait sur plusieurs kilomètres, ce qui rendait difficile pour Alauddin de la contrôler de manière centralisée. Il a donc émis un ordre strict selon lequel aucun officier ne devait bouger de sa position sans ses instructions. La sanction pour la violation de cet ordre serait la décapitation. Mais la bataille commença lorsque le général d'Alauddin, Zafar Khan, attaqua l'unité de Hijlak sans la permission d'Alauddin. Lorsque les deux parties s'affrontèrent, la force de Hijlak recula, puis se renforça soudainement. Zafar Khan, poussé par son courage implacable et sa confiance, poursuivit l'armée de Hijlak en retraite, couvrant une distance épuisante d'environ 55 km, laissant la plupart de ses forces, son infanterie et sa cavalerie plus lente, loin derrière. Il semblait que les Mongols n'avaient pas la force de riposter, mais c'était en fait l'une des tactiques les plus notoires des Mongols, la retraite feinte. Cette stratégie était conçue pour attirer leurs ennemis dans un faux sentiment de victoire, et ensuite les piéger. Quand Zafar Khan réalisa enfin le piège dans lequel il était tombé, il se retrouva avec seulement 1000 cavaliers à ses côtés. Mais la situation s'aggrava rapidement. Son unité fut prise en embuscade par derrière, bloquant son retour au camp principal d'Alauddin. C'est une mauvaise situation. Vous pourriez vous demander pourquoi personne n'est venu aider. Eh bien, certains disent que c'était Alauddin lui-même qui punissait Zafar pour avoir ignoré ses ordres. Alauddin voulait retarder la bataille, espérant que les Mongols manqueraient de fournitures ou que des renforts arriveraient de l'Est. Mais Zafar, audacieux, s'était précipité et avait ruiné ce plan. Puis il y a Ulugh Khan qui est resté assis sans rien faire. C'est le problème. Il ne s'agissait pas seulement de tactique de champ de bataille, c'était personnel. Zafar Khan avait acquis une immense renommée plus tôt en repoussant les Mongols de Sindh, tandis qu'Ulugh Khan et Nusrat Khan étaient partis au Gujarat s'occuper de leur propre bataille. La victoire de Zafar l'avait mise en lumière. Ce succès rendit Alauddin et Ulugh Khan jaloux, et selon Ziauddin Barani, un historien de l'époque, il suggère même qu'ils auraient pu comploter contre Zafar, parlant de l'aveugler ou même de l'empoisonner pour freiner son ascension à la célébrité. Zafar Khan savait exactement quel genre de bataille l'attendait, au moment où il réalisa qu'il était encerclé par les forces mongoles. Mais il n'a pas bronché. Il a rassemblé ses officiers et, à ce moment-là, ils ont pris la décision que chaque guerrier redoute mais sait au fond qu'elle est parfois nécessaire. Il n'y aurait pas de retour en arrière. À leurs yeux, fuir n'était pas une évasion, mais une honte qu'ils connaissaient bien, et Khilji ne leur pardonnerait jamais de montrer de la lâcheté. Alors, à ce moment-là, ils ont accepté leur destin. Ils se battraient jusqu'au bout, non parce que c'était la seule option, mais parce que c'était la plus honorable. Alors que les combats s'intensifiaient, Kutlug Khwaja a vu l'héroïsme et la résilience de Zafar Khan et de ses hommes. Il admirait tellement leur esprit qu'il a proposé à Zafar de se rendre et qu'il serait emmené au Khaganat
non pas comme prisonniers, mais avec honneur. La plupart des gens auraient probablement accepté cet accord, sachant qu'il n'y avait aucune chance de victoire. Mais Zafar Khan n'était pas comme la plupart des gens. Son sens de la loyauté envers son sultan, sa fierté en tant que guerrier et son engagement inébranlable envers Delhi signifiaient que la reddition ne se produirait jamais, et il a catégoriquement refusé l'offre. Dans le combat chaotique et féroce qui a suivi, Zafar Khan et ses 10 000 cavaliers se sont battus avec une bravoure exceptionnelle. Selon les récits contemporains, ils ont tué environ 5 000 Mongols. Un exploit remarquable compte tenu des chances écrasantes, mais le prix était lourd. Les forces de Zafar Khan ont été décimées, ne laissant que 200 hommes debout à la fin. Dans les derniers instants de la bataille, Zafar Khan a mené son dernier combat. Son cheval a battu sous lui, il a combattu à pied, face à face avec Hijlak dans un duel dramatique. Zafar Khan s'est engagé dans un combat au corps à corps, mais sa bravoure n'a pas suffi à changer le résultat. Il a été frappé par une flèche bien placée qui a percé son armure et a trouvé son cœur, mettant fin à son courageux combat. Le fils de Zafar Khan sur l'aile gauche n'était pas resté inactif. Il a pris le relais et a mené une charge féroce, forçant Tamar Bouka à battre en retraite. Mais il n'était pas prêt à les laisser s'en tirer si facilement. Lui et ses forces ont poursuivi l'armée mongole alors qu'elle se retirait, malgré avoir été frappée par une pluie de flèches des soldats en retraite. Au même moment, les Mongols avançaient vers le centre de l'armée d'Alaouddin, espérant percer. Cependant, la division d'Alaouddin est restée ferme et les a repoussés, causant des pertes mongoles importantes. La mort de Zafar Khan fut cependant un coup dur pour le moral des officiers de Delhi. Au matin, les conseillers d'Alaouddin l'ont exhorté à se retirer à Delhi, suggérant qu'il serait plus sûr de se défendre derrière les fortifications de la ville. Mais Alaouddin, confiant dans sa stratégie, a rejeté l'idée. Il croyait que les forces de Zafar Khan avaient souffert parce qu'elles avaient désobéi à ses ordres. Il a clairement indiqué que s'il devait bouger, ce ne serait qu'en avant et non en arrière. Quant à Kutlug Khwaja, le commandant mongol semblait hésitant à lancer une autre attaque. Les 2e et 3e jours de l'impasse se sont terminés sans aucun combat majeur. Alors, sous le couvert de la nuit, les Mongols ont décidé de se retirer vers leur patrie. Alaouddin, voyant le retrait des Mongols, leur a permis de partir sans autre conflit, puis est retourné à Delhi, victorieux. Mais Dawa Khan n'était pas satisfait. En 1303 de notre ère, il envoya à nouveau une grande force de 120 000 cavaliers attaquer Delhi sous le commandement du général Taragai. Pris au dépourvu et affaibli, Alaouddin fortifia rapidement ses défenses autour de Syrie, s'appuyant sur des barrières naturelles comme la rivière Yamuna et les ruines des fortifications de Delhi. Il creusa des tranchées et construisit des forteresses qui réussirent à repousser le siège mongol pendant 2 mois jusqu'à ce que Taragai se retire, frustré. En 1305, les Mongols tentèrent une autre invasion avec 50 000 soldats, mais après la mort de Taragai, Alaouddin envoya 30 000 à 40 000 cavaliers sous Malik Nayak, ce qui aboutit à une victoire écrasante pour Delhi. En 1306, Dawa Khan lança un assaut final, mais Malik Kafur vainquit les Mongols de manière décisive sur la rivière Ravi, à Nagaur, réduisant considérablement leurs forces. Ainsi, les Khilji ont réalisé ce qu'aucun autre dirigeant au monde, que ce soit à l'est ou à l'ouest, n'avait jamais réussi. Repousser et vaincre à plusieurs reprises les invasions à grande échelle des Mongols, qui étaient devenus une force imparable partout où ils allaient. En Russie, en Chine, en Perse, en Irak, en Syrie, en Europe. À partir de la connaissance de la façon dont d'autres pays ont connu la domination des Mongols, on peut dire que si les Mongols avaient conquis l'Inde, l'Inde aurait été retardée d'au moins 200 ou 300 ans dans son développement. Une grande partie des connaissances et de la culture qui s'étaient accumulées en Inde au cours des millénaires, toutes les bibliothèques auraient été détruites. Les écoles, les temples, les mosquées et même les maisons auraient été brûlées. Ainsi, les Mongols ne ressemblaient à aucun autre envahisseur. Si les Mongols avaient gagné, les Khilji auraient anéanti une grande partie du patrimoine culturel de l'Inde. Si nous avons des traditions anciennes en Inde qui ont survécu jusqu'à ce jour, une grande partie du mérite en revient à Alaouddin Khilji, l'un des plus grands rois guerriers de l'histoire.